Il y a quelques jours, Anthropic a sorti Claude Opus 4.8. Dans le blog post d'annonce, il y a une phrase que je n'avais jamais vue de la part d'un labo d'IA. Ils disent texto « Les utilisateurs trouveront qu'Opus 4.8 est une amélioration modeste mais tangible ». Modeste, c'est Anthropic qui dit ça de son propre modèle. Alors, soit ils ont perdu leur service marketing, soit ce qu'ils essaient de vous vendre, ce n'est plus de la performance brute. Honnêtement, quand vous allez comprendre ce qu'ils ont vraiment changé dans ce modèle, vous allez aussi comprendre pourquoi la moitié de vos frustrations avec Opus 4.7 n'était peut-être pas la faute du modèle elle-même. Ce sujet vous concerne directement si vous utilisez Claude un tant soit peu. Mais d'abord, un peu de contexte, parce que le timing de cette sortie n'est pas anodin. Opus 4.8 arrive 41 jours après Opus 4.7. C'est la cadence de sortie la plus rapide qu'Anthropic ait jamais tenue. En novembre 2025, on avait Opus 4.5, en février 4.6, en avril 4.7, et là, fin mai 4.8. L'accélération est visible à l'œil nu. Mais cette accélération n'est pas gratuite. Anthropic vise une entrée en bourse dès octobre 2026, avec une valorisation autour de 380 milliards de dollars. OpenAI prépare la sienne au même moment, à quelque chose comme 850 milliards. Quand vous êtes dans une course pour être le premier labo d'IA coté en bourse, chaque sortie devient un argument de vente. Chaque modèle qui sort, c'est une ligne de plus dans le dossier que vous allez présenter aux investisseurs. Ça ne veut pas dire que le modèle est mauvais, loin de là, mais ça veut dire qu'il faut garder les yeux ouverts sur le contexte dans lequel il arrive. Revenons aux faits. Opus 4.7 est sorti le 16 avril. Très vite, les retours de la communauté ont été assez durs. Le modèle donnait l'impression d'être paresseux. Vous lui donniez une tâche et il faisait la moitié du chemin puis déclarait victoire. Il vous disait « oui c'est bon, j'ai poussé les 50 fichiers » alors qu'en réalité il en avait poussé 15 par exemple. Il y avait aussi un problème de rigidité avec des refus excessifs sur des demandes parfaitement légitimes parce que le filtre de sécurité partait en vrille. La consommation de tokens avait aussi explosé, donc les sessions coûtaient plus cher sans que la qualité suive. Alors personnellement, j'utilise encore Claude 4.6, car je le trouve vraiment très bon pour certaines tâches. Mais le truc qui revenait le plus souvent dans les retours de Claude 4.7, c'était son attitude. C'est vraiment un truc qui revenait souvent dans les commentaires. Si vous avez déjà eu l'impression que Claude vous répondait avec un ton sec, presque condescendant, un peu comme un collègue qui lève les yeux au ciel quand vous lui réclamez quelque chose, sachez que vous n'étiez pas vraiment le seul à penser ça. Le modèle avait développé une sorte de personnalité têtue. C'est bien d'avoir un outil qui vous challenge, mais c'est beaucoup moins bien que cet outil vous donne l'impression d'être un stagiaire pénible. Ce n'était pas que des impressions d'ailleurs. Scott Wu, le PDG de Cognition, donc c'est la boîte derrière l'agent de code Devin, a publiquement confirmé qu'Opus 4.7 posait des problèmes concrets de verbosité dans leurs commentaires de code, ainsi que de fiabilité dans les appels d'outils. Donc, cette impression générale sur Opus 4.7, c'était un diagnostic largement partagé. Opus 4.6, ce nouveau modèle a été construit justement pour répondre à ça, point par point. Le mot qu'Anthropic met en avant même de parler de benchmark, c'est honnêteté. Le modèle serait 4 fois moins susceptible que son prédécesseur de laisser passer des erreurs dans son propre code sans les signaler. Bon, mais dans votre quotidien, concrètement, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire qu'il va plus souvent vous dire « je ne suis pas sûr de ce résultat » au lieu de vous balancer une réponse avec 100% de confiance pour 60% de fiabilité. Il va signaler qu'un fichier pose problème au lieu de l'ignorer silencieusement. Il va admettre qu'une tâche est plus complexe que prévu au lieu de foncer tête baissée pour vous livrer un truc bancal en prétendant que c'est terminé. C'est moins spectaculaire qu'un bond de 20 points sur un benchmark de code, clairement. Mais vous savez, dans un workflow réel, c'est exactement ça qui fait la différence entre un outil qu'on peut lâcher sur une tâche, laisser tourner, ou un outil qu'on doit surveiller en permanence, comme un enfant de 3 ans avec un feutre dans un salon. C'est là que le positionnement d'Anthropic devient vraiment intéressant avec ce nouveau modèle. Alors, ils ont écrit dans leur blog post que Claude Opus 4.8 est une amélioration modeste mais tangible. Venant d'un labo qui aurait tout simplement pu écrire « c'est le modèle le plus puissant jamais créé » en le collant sur une bannière géante. Simon Willinson, un des développeurs les plus respectés de l'écosystème IA, a dit que c'était rafraîchissant de voir un labo décrire honnêtement sa propre sortie comme incrémentale. Quand on y réfléchit, c'est cohérent. Leur argument principal pour ce modèle-là, c'est l'honnêteté. Difficile de vendre un modèle honnête avec un lancement malhonnête. Côté benchmark, il faut quand même en parler. Les chiffres sont là, 88,6% sur le SWE Bench, contre 87% pour 4.7. Donc un petit point de plus, rien de fou. Par contre, 69,2% sur le SWE Bench Pro, contre 64 avant. Là, on parle d'un vrai écart, presque 5 points.
Le chiffre qui fait parler tout le monde par contre, c'est le 96,7% sur l'USAMO 2026, qui sont en fait les Olympiades de mathématiques américaines. Opus 4.7 faisait 69,3% sur les mêmes problèmes, 27 points de plus sur des preuves mathématiques de niveau compétition. Le test a eu lieu après la date de coupure des données d'entraînement du modèle, donc aucune contamination possible. Ça, objectivement, c'est impressionnant. Mais il y a toujours un mais. Les benchmarks, vous le savez, c'est impressionnant à chaque fois. Par définition en fait. Si les benchmarks régressaient, le modèle ne sortirait tout simplement pas. Donc oui, les chiffres sont beaux, ils le sont toujours. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe quand vous ouvrez la fenêtre de chat de Claude le lundi matin pour bosser sur votre code à vous, avec vos contraintes à vous, sur votre codebase à vous. Ça, aucun benchmark au monde ne le mesure. Le changement qui va avoir le plus d'impact immédiat dans votre quotidien, c'est le levier d'effort. Je pense d'ailleurs que la majorité d'entre vous ne l'utilisent même pas. Opus 4.8 vous permet maintenant de régler précisément combien de temps de réflexion le modèle va consacrer à une tâche. Dans Claude Code par exemple, vous avez une liste qui va de low jusqu'à ultra code. Par défaut, Opus 4.8 se cale sur le high, ce qui consomme à peu près autant de tokens que le mode par défaut d'Opus 4.7, mais avec de meilleures performances bien sûr. Si vous montez à extra ou max, le modèle va forcément dépenser plus de tokens, donc raisonner plus longtemps et produire un travail plus profond. A l'inverse, si vous descendez sur low, ça répond vite et ça consomme peu. C'est là que beaucoup de frustration avec 4.7 trouvent en fait leur explication. Si vous lanciez une tâche complexe avec un effort trop bas, le modèle avait l'air paresseux. Normal, il n'avait tout simplement pas le budget cognitif pour aller au bout. Dans l'autre sens, si vous faisiez un truc simple avec un effort trop élevé, il suranalysait tout. Il ajoutait des couches de complexité là où personne n'en demandait, comme s'il compliquait les choses par pur plaisir intellectuel. Le résultat dans les deux cas, c'est des utilisateurs frustrés qui pensaient que le modèle était défaillant, alors que c'était juste le réglage qui n'était pas vraiment adapté à la tâche. Bon, pas toujours. Parfois, le modèle avait vraiment un problème, soyons honnêtes. Mais plus souvent qu'on ne le croit, c'était une question de calibrage. Pour vous donner une idée, Opus 4.8 sur Low comparé à Opus 4.8 sur Max, ça ne ressemble pas du tout au même modèle. La différence est tellement marquée qu'on croirait avoir changé de version. Si vous n'avez jamais touché à ce curseur, c'est vraiment le moment de commencer. C'est probablement le geste le plus rentable que vous puissiez faire pour votre productivité cette semaine. L'autre changement important, c'est la façon de prompter, la façon de parler à cette IA. Il y a un truc qui revient constamment dans la nouvelle documentation officielle. Ils disent « Dites au modèle ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas ». Au lieu d'écrire « Ne fais pas de liste à puce », dites plutôt par exemple « Rédige en paragraphe fluide parce que c'est mon style éditorial ». Au lieu de dire « N'utilise pas de jargon », essayez plutôt de dire « Écris comme si tu t'adressais à quelqu'un d'intelligent qui n'est pas spécialiste du domaine ». Vous voyez, la différence, c'est le contexte. C'est le pourquoi derrière l'instruction que vous allez donner à l'IA. D'après les tests que j'ai faits et les retours qu'on a eus sur ce modèle, Opus 4.8 est nettement meilleur pour suivre des consignes qui ont une raison d'être. Et il n'est pas très bon pour obéir à des interdictions sèches. Donc donnez-lui la logique derrière votre demande. Il fera beaucoup mieux, vous allez voir, et vous serez même surpris, je pense, de voir un tel résultat. Ça peut paraître contre-intuitif, ce truc de ne pas dire ce qu'on ne veut pas. Mais il y a un vrai fondement derrière tout cela. En psychologie comportementale, il y a une expérience classique. On dit à quelqu'un, par exemple, écoutez bien, surtout, ne pensez pas à un éléphant rose. Évidemment, la seule chose qui apparaît dans la tête de la personne, c'est un éléphant rose. Le cerveau, notre cerveau, traite d'abord le contenu, la chose décrite, avant de traiter la négation. Les LLM fonctionnent pareil. Quand vous écrivez par exemple « ne fais pas de liste à puce » ou « ne fais pas de liste », vous savez souvent les IA font ça, elles font plein de listes, donc vous dites « ne fais pas de liste ». Eh bien le modèle doit d'abord modéliser ce que sont des listes à puce pour ensuite tenter de les éviter. Parfois ça marche, souvent ça l'influe dans la direction inverse. Par contre, quand vous dites « rédige en paragraphe fluide », là il n'y a aucune ambiguïté. Vous lui donnez la destination et non pas la liste de routes à éviter. C'est précisément pour ça que Anthropic insiste autant là-dessus dans la documentation, dans la doc officielle. Donc ce n'est pas juste un conseil de prompting, c'est un principe cognitif qui s'applique autant aux humains qu'aux modèles de langage. Ça, on le savait depuis quelques mois déjà, suite aux nombreuses études qui sont sorties. Si vous êtes dans la communauté Vision IA, si vous suivez ma formation, si vous êtes un de mes élèves, vous le savez sans doute déjà. Ensuite, il y a aussi un changement dans l'ordre des opérations. Par défaut, Opus 4.8 va d'abord réfléchir avant d'appeler des outils. Il essaie de comprendre ce qu'il a sous la main avant de lancer un sous-agent ou d'aller lire une base de données.
Parfois, vous préféreriez qu'il aille d'abord chercher le contexte, puis qu'il réfléchisse ensuite. C'est pour ça que le prompting reste absolument essentiel. Le modèle a changé, donc vos réflexes doivent changer aussi. Ne migrez pas simplement de 4.7 à 4.8 en faisant exactement la même chose en espérant un résultat différent. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé entre 4.6 et 4.7, d'où les retours qu'on avait eus. Donc, observez comment il résonne d'abord et ajustez en fonction. Bon, et puis écoutez ce que disent les gens qui l'ont fait, puisque Anthropic a publié une doc qui vous dit comment l'utiliser. C'est ce que je suis en train de vous dire là, tout simplement. Alors, j'aimerais maintenant que nous parlions des retours de la communauté suite à cette sortie. Si on est totalement transparent, c'est mitigé. Il y a des gens enthousiastes qui disent avoir résolu en un seul échange des problèmes que 4.7 n'arrivait pas à gérer. Scott Wu, que je mentionnais tout à l'heure, confirme même qu'Opus 4.8 corrige directement les défauts de 4.7, que ça se traduit en gains concrets pour les développeurs qui construisent sur Devin. Certains testeurs parlent d'un modèle plus collaboratif, plus chaleureux dans ses interactions. Mais en parallèle, il y a aussi des signalements de bugs dans les premières heures, des comportements inattendus sur certains cas de figure, des choses qu'il fait très mal alors qu'il y arrivait très bien. Ça veut dire que la prudence reste de mise, bien sûr. C'est exactement le point central de cette vidéo d'ailleurs. Le message, c'est pas « oui, Opus 4.8 est génial, ça avance, etc. » ni même l'inverse. Je suis pas en train de dire « ouais, Opus est décevant, il est mauvais, etc. » Non, le message, c'est que votre expérience ne sera pas celle de quelqu'un d'autre. Ça va beaucoup dépendre de la tâche et de la façon dont vous allez utiliser l'IA. Les problèmes que vous aviez avec 4.7, un autre développeur sur un autre type de codebase ne les a peut-être jamais rencontrés. Les améliorations de 4.8 ne vont pas forcément toucher exactement les points qui vous bloquaient à vous, dans vos projets à vous. Alors, le seul moyen de savoir, c'est de tester avec vos propres workflows, vos propres prompts, vos propres contraintes. Si vous avez des tâches que vous faisiez souvent avec l'IA, testez-le. Si vous aviez des automatisations, donc des workflows NBTN comme je vous ai appris à faire fonctionner, et que vous aviez une IA, ou si vous aviez Claude dessus, changé par 4.8, regardez comment il se comporte. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de raccourci, il faut tester. Ce qui est encourageant, par contre, c'est que la boucle de feedback fonctionne. La paresse, la rigidité, l'attitude, la surconsommation de tokens, tous les problèmes remontés sur 4.7, chaque amélioration d'Opus 4.8 tape directement sur un de ces points. C'est rassurant. Quand vous corrigez Claude, quand vous lui dites par exemple « non, c'est pas comme ça » ou « tu as mal fait cela », quand vous pestez dans votre terminal à 23h parce qu'il a encore fait n'importe quoi, ces données-là, elles remontent. Elles finissent par nourrir le modèle suivant et participent concrètement à l'entraînement de la prochaine version. Mais ça veut aussi dire une chose importante. La valeur ne vient plus seulement du modèle, elle vient de votre capacité à le piloter, à savoir régler l'effort au bon niveau selon la tâche. Savoir formuler un prompt qui donne du contexte au lieu d'empiler les interdictions. Savoir diagnostiquer si un problème vient du modèle ou de votre approche. Savoir quand monter la puissance et quand rester simple. Tout ça, c'est une compétence à part entière. Une vraie compétence. Elle n'est pas innée, mais elle se développe. Nous rentrons dans une ère où les modèles sortent tous les 40 jours, où les benchmarks, vous le voyez, se battent pour la première place en continu, où la fonctionnalité de cette semaine n'existait littéralement pas la semaine dernière. Dans ce contexte-là, la question qui compte, ce n'est plus quel est le meilleur modèle du moment. La question, c'est est-ce que vous, personnellement, vous savez utiliser ces outils pour en tirer quelque chose de concret dans votre vie professionnelle et personnelle ? Parce que le meilleur modèle du monde, entre les mains de quelqu'un qui ne sait pas quoi en faire, ça reste un outil gaspillé. Donc si vous sentez que vous êtes toujours en train de rattraper un retard, si vous voyez des gens autour de vous avancer avec l'IA pendant que vous testez des trucs sans vraie méthode, si vous voulez comprendre comment réellement maîtriser ces outils et non pas juste les essayer une fois de temps en temps, mais en faire un vrai levier dans votre quotidien, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant n8n.
Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.